Emmanuel Ratier, bonjour. Je vous remercie d'avoir répondu positivement à cette demande d'entretien. Alors, vous êtes assez peu connu des Français, donc la première question que je vous poserai, ce serait de vous présenter et d'expliquer ce qui vous a mené vers l'investigation de sujets comme le dîner du siècle. Alors, je m'appelle Emmanuel Ratier, j'ai 54 ans. Je suis diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et du Centre de formation des journalistes. Je suis journaliste depuis 1979. J'ai travaillé dans un certain nombre de journaux et j'ai créé mon propre bulletin d'information il y a 17 ans qui s'appelle Faits et Documents, donc qui présente des faits et des documents. Il n'y a pas de commentaires. Et c'est vraiment, je pense, du journalisme d'investigation avec des informations assez pointues que je ne trouvais pas dans les autres publications que je pouvais lire. Et par ailleurs, j'ai monté une maison d'édition qui s'appelle également Faits et Documents, dans laquelle je publie essentiellement les livres que j'écris, qui sont des livres d'enquête sur des sujets assez difficiles, sur lesquels il n'existe aucun autre ouvrage. En général, j'essaye de choisir vraiment des sujets sur lesquels il n'y a rien. Et ce sont des livres que je poursuis en fait pendant 10-12 ans avant de pouvoir les écrire. Donc par exemple, pour en revenir au cœur du pouvoir, qui est le livre que j'ai consacré au Club Le Siècle, j'ai commencé à m'intéresser au Club Le Siècle en 1977 ou 78. Et j'ai écrit cet ouvrage en 95. À l'époque, il y avait vraiment pas eu de retentissement. Et donc, comme on avait beaucoup plus parlé du siècle à la faveur de la crise financière et qu'il y avait eu un certain nombre de manifestations devant l'Automobile Club quand ils se réunissent le 4e mercredi de chaque mois, j'en ai sorti une édition entièrement nouvelle, c'est-à-dire que j'ai repris toutes les biographies que j'avais faites. J'ai donné les listes intégrales des membres depuis 40 ans. Et donc là, ça a un peu mieux marché, on a un peu plus parlé de moi. Mais enfin, c'est un ouvrage que j'ai proposé à la FNAC, que la FNAC a refusé. Je l'ai proposé chez Virgin, ils ont refusé. Et donc je le vends exclusivement par correspondance ou j'ai essayé sur Amazon. Mais enfin, Amazon, c'est l'étranglement des éditeurs quand on n'a qu'un titre, puisqu'ils prennent un très très fort pourcentage. On s'y retrouve si on a des dizaines de titres. Voilà. Justement, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce qu'est le dîner du siècle et comment ça s'organise exactement? Alors, le siècle, c'est l'association, c'est un club privé, c'est l'association la plus puissante de France, qui dépasse, qui n'a strictement aucun rapport avec les autres associations qui sont censées avoir du pouvoir en France, parce que les autres associations, c'est des associations des meubles amateurs, c'est des associations qui regroupent des gens hétérogènes sur des sujets, soit c'est des réservoirs de pensée, ce qu'on appelle les think tanks, soit ce sont des gens qui s'agrègent à propos d'un milieu social. Par exemple, ça va être le cercle interallié, le tir au pigeon, le jockey club, ce genre d'association qui regroupe des gens en général d'origine aristocratique, soit que cette somme blesse soit authentique, soit qu'elle soit fausse, tout ça n'empêchant nullement les gens de se mêler entre eux. Et puis il y a des gens qui peuvent se regrouper par affinité. Donc vous avez par exemple le club des 100 qui regroupe 100 personnes, qui sont des gens en général très puissants mais qui adorent faire de bons repas. Donc ils font un repas par mois et ça crée des liens réels quand vous avez 8 ou 10 membres qui sont des PDG du CAC 40, des ministres, etc. Enfin, il y a le club des amateurs de cigares, il y a ce genre de choses, mais réellement il n'y a pas de... Sinon il y a des clubs d'influence très spécialisés. Je ne parle pas des loges maçonniques, hein, ce genre de choses, ça c'est un autre sujet, on pourra en reparler, mais par exemple vous avez le corps de l'inspection générale des finances. C'est un corps essentiel en France, c'est le corps c'est la profession dans laquelle, enfin c'est un corps d'ailleurs, qui a le plus de pouvoir en France. Ce sont à l'origine tous des fonctionnaires, même si après il leur arrive de partir dans le privé, et ils ont
comme les ponts et chaussées, ils ont un haut fonctionnaire qui est chargé de suivre leur carrière. Donc c'est une anomalie dans la République. Ils ne sont pas gérés par les ministères, ils sont gérés par leur propre corps qui leur donne du pouvoir. Alors le corps de l'inspection générale des finances regroupe à peu près 130 à 140 personnes. Il faut savoir que ces 140 personnes, je crois qu'il doit y en avoir 138 qui doivent être membres du siècle. Alors le siècle existe depuis 1944, fin 1944. Il regroupe, je vais parler des 20 dernières années, ou des 30 dernières années, il regroupe au minimum la moitié des ministres de chaque gouvernement, que ce gouvernement soit de droite ou de gauche. Il regroupe la totalité, si mes souvenirs sont exacts, des présidents de la République, puisque François Hollande était membre, Nicolas Sarkozy en était membre, François Hollande bien évidemment en est membre, etc., etc. François Mitterrand, enfin oui, toutes sortes de gens, Valéry Giscard d'Estaing en ont été membres. La plupart des premiers ministres, bon, Jean-Marc Ayrault est une exception parce qu'il n'en a pas été membre. Enfin, par exemple, Martine Aubry en est membre, Dominique de Villepin en était membre, François Fillon en est membre. Ça regroupe également un certain nombre de grands patrons, et puis tous les grands rouages administratifs, c'est-à-dire que vous avez en général un ou deux représentants de la Cour de cassation, quelques représentants de la Cour des comptes, le chef d'état-major des armées en général, ce qui n'est pas le cas en ce moment, des hommes de presse, c'est-à-dire les grands directeurs de médias. Donc vous avez Serge Dassault, vous avez le propriétaire de Libération, vous avez... je ne sais pas si le fils Lagardérié, mais l'équipe de Lagardérié, vous avez Bouygues qui est. Donc vous avez, et puis il y a une exception, c'est que des gens qui ont moins de pouvoir, mais qui en ont quand même beaucoup, parce que c'est intéressant qu'ils y soient, c'est-à-dire que vous avez l'essentiel des présentateurs des journaux de 20 heures, des différentes télévisions, et des directeurs ou rédactions, des directeurs de rédaction des grandes radios européens, RTL, ce genre de choses. Donc vous avez une espèce de pouvoir protéiforme avec qui représente à peu près tous les groupes de pouvoir dans la société. C'est-à-dire qu'à peu près tous les grands pouvoirs sont représentés. Les gens étant choisis soit pour leur intelligence, leur compétence, leur entre-gens, leur capacité. C'est que là, à ce moment-là, ces gens-là, ils sont en général bardés de diplômes, ils rentrent assez jeunes. Donc le siècle va aider, elle va être un accélérateur de carrière, il va les aider pour progresser. Par la suite, ils sont reconnaissants au siècle, évidemment. Et puis, il y a des gens qui s'y trouvent là, pas pour les capacités dont j'ai parlé, mais parce qu'ils occupent des postes importants. L'exemple type, c'est en général, on ne prend pas des militaires de 25 ou 30 ans. En revanche, il y a quelques militaires, il n'y en a pas beaucoup, qu'on prend entre 50 et 55 ans, c'est-à-dire au moment où ils sont généraux, et donc au moment où ils vont occuper des postes essentiels, c'est-à-dire chef d'état-major de l'armée de terre, chef d'état-major de l'armée de l'air, ou par exemple les entreprises publiques, bon, bah, c'est, je ne sais pas, Guillaume Pépi, par exemple, le patron de la SNCF-IL, le patron d'Air France, ce genre de gens, parce qu'ils occupent des positions essentielles. En général, ils n'y sont pas rentrés quand ils avaient 25 ou 30 ans. Voilà. Donc ce qui est important, c'est les itinéraires. Bon, évidemment, il y a évidemment j'ai oublié de dire qu'il y avait évidemment tous les grands banquiers, les grands financiers. Donc vous avez une concentration de pouvoir. Je pense qu'à l'intérieur du siècle, il y a à peu près 600 à 650 personnes qui ont 100 membres. Je pense qu'il y a à peu près 75 à 80% du pouvoir en France. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens, soit qui n'ont pas été contactés, soit que ça n'intéresse pas, ou qui ont refusé, ça arrive, mais l'essentiel du pouvoir est là. C'est-à-dire que si un missile atterrissait sur l'Automobile Club de France le 4e mercredi du mois, au moment où ces 500 ou 600 personnes se réunissent, la quasi-totalité du pouvoir serait décapitée. C'est-à-dire qu'il y aurait c'est inimaginable. Enfin, c'est un petit peu, mais toute proportion gardée, parce que ça serait beaucoup plus important quand il y avait l'avion du président polonais qui s'était écrasé avec le vice-premier ministre, 5 ministres, des députés, des chefs d'entreprise. Ça a posé pas mal de problèmes, puisqu'il y avait une partie de l'intelligentsia qui avait été
qui s'étaient retrouvés au cimetière. Bon, bah là, c'est le même cas. Vous avez une concentration. C'est la plus forte concentration de pouvoir que vous puissiez jamais avoir en France à un endroit. Voilà. Alors, je suis allé interviewer des participants au siècle durant le dîner de l'entre-deux-tours à l'élection présidentielle. Et lorsqu'on leur pose des questions, ils disent qu'ils sont là, et ils ont tout à fait le droit d'être là, que c'est la liberté de réunion, qu'on vit en démocratie, blablabla. Qu'est-ce que ça implique d'appartenir au siècle? Est-ce que ça implique une certaine allégeance? Et si oui, une allégeance à qui? Alors, bien évidemment, le siècle, c'est une association privée, ils ont parfaitement le droit de se réunir. Je demande pas, je vois pas en quoi je pourrais être bien placé pour demander l'interdiction du siècle. Ce qu'il y a, c'est que le siècle, c'est la quintessence de au mauvais sens du terme, de l'esprit français. C'est-à-dire que la France est un pays ancien, avec une administration très puissante et centralisée. Toutes les décisions se prennent à Paris. Et donc, c'est un pouvoir qui est facile à cerner, même si la plupart des gens ne savent pas comment cerner ce pouvoir. Et les gens du siècle sont des gens absolument extraordinaires pour savoir qu'il y a du pouvoir. Et le siècle, en fait, c'est une centrale de pouvoir, de gens qui ont du pouvoir et qui veulent avoir encore plus de pouvoir. C'est-à-dire que c'est une oligarchie économique et financière. Ce sont des gens qui, pas tous, mais c'est à la fois très français parce qu'il y a un côté culturel, ne rentre pas. Il faut avoir un certain nombre de bonnes manières pour pouvoir rentrer au siècle, et n'y rentrent pas les gens qui n'ont pas ces manières, sauf quelques exceptions. C'est-à-dire qu'actuellement, sous la pression du politiquement correct et ce que j'appelle les ligues de vertu, il y a une surreprésentation, il y a une surcooptation de membres des minorités visibles actuellement au siècle, avec lesquels ils ont un certain nombre de problèmes, justement, parce que ces gens ne maîtrisent pas les codes sociaux et culturels, et d'autre part, en général, n'ont pas les diplômes demandés. Donc je pense que ils vont avoir un retour, ça va leur poser un problème, parce que ce sont des gens qui correspondent absolument pas au profil moyen des membres du siècle. D'un autre côté, pour eux, c'est un formidable accélérateur de carrière. Un exemple type, c'est Rachida Dati, qui est rentré très très jeune, et on peut dire que c'est le siècle qui, pour le moment, a fait sa carrière. Plus ses compétences, son intelligence, son entre-gens, son bagou, etc. Mais elle, c'est quelqu'un qui a été beaucoup aidé par le siècle, véritablement. Alors, il n'y a aucune allégeance au siècle. Le seul problème, c'est que quand vous avez... moi, j'étais le seul, puisque j'étais la seule personne à publier. C'est d'ailleurs tout à fait étonnant, puisque Wikipédia, par exemple, où la notice est en permanence refaite, je pense, par des gens qui sont très proches du siècle, les gens disent « Ah, mais on n'a pas les listes du siècle, etc. » Si vous avez lu l'ouvrage que j'ai publié l'année dernière, il y a la liste de tous les membres du siècle depuis 1978. Donc cette liste, elle existe, elle n'est pas compliquée, il suffit de la consulter, et la biographie de tous les membres. Donc c'est pas du tout c'est extrêmement difficile à avoir, mais il n'empêche que je l'ai publié, et donc c'est plus un secret. Et ce qui fait que ça m'énerve quand je vois sur Internet, on dit que par exemple telle personne est membre du siècle, et c'est absolument faux, elle n'en est pas membre, elle n'a jamais été dans les annuaires, il suffit de consulter ce que j'ai écrit. Bon. Donc, il n'y a pas d'allégeance. Ce qu'il y a, c'est que... Voilà, l'exemple que je voulais vous donner, c'est quand vous avez Jean-Yves Le Duigou, qui était il vient de prendre sa retraite, le responsable du secteur revendication de la CGT, ou que vous aviez Nicole Notat, qui maintenant est la présidente du siècle, et qui à l'époque était secrétaire générale de la CFDT, à partir du moment où vous dînez une fois par mois avec les grands patrons du CAC 40, et donc c'est un dîner assez chaleureux, où les gens parlent, où on demande la plus grande discrétion sur ce qui s'y est dit, et il y a nécessairement des liens qui se tissent. Je ne vais pas dire des liens d'amitié, mais quand vous connaissez quelqu'un et que vous l'avez rencontré 30 ou 40 fois, vous ne pouvez pas vous comporter de la même manière à son égard que si c'est quelqu'un que vous considérez comme un patron et que vous êtes un
un salarié et que vous avez des revendications à défendre. Donc je dis qu'il y a une connivence et que c'est sans doute pas du tout un hasard. Par exemple, si Nicole Notat a soutenu par exemple la réforme des retraites de Juppé en 1995. Bon. Et on le voit bien, moi j'ai recensé, j'ai regardé à peu près toutes sortes d'entretiens à propos de Le Duigou, où les grands patrons, qui évidemment disaient pas qu'ils étaient au siècle et que lui était au siècle, disaient « Ah mais lui c'est avec quelqu'un avec qui on peut discuter ». Bon, on sait déjà que quand on sait quelqu'un avec qui on peut discuter, c'est quelqu'un qui est prêt à des compromissions, ou en tout cas à un compromis. Donc il va moins être efficace pour défendre les syndiqués, c'est-à-dire les gens qui prétendent défendre, que quelqu'un qui ne serait pas membre du siècle. Et il y a toutes sortes de choses comme ça, ou par exemple dans des marchés, par exemple, un exemple, c'est vous êtes reçu à la télévision par David Pujadas. Bon, David Pujadas est membre du siècle, vous avez dîné avec lui régulièrement, vous l'avez croisé dans les cocktails. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est que vous allez le revoir le mois d'après, vous allez le revoir pendant des années. Donc David Pujadas ne peut pas être incisif vis-à-vis de vous quand il vous interroge, si vous êtes membre du même cercle, parce que ça serait manquer de courtoisie et qu'il y a des liens d'amitié nécessairement qui se sont créés entre eux. Bon. C'est comme ça que y a toutes sortes de gens qui... on trouve souvent que les journalistes ne posent pas les bonnes questions aux gens qui reçoivent à la télévision. Et c'est évident parce qu'ils les connaissent d'avant, ils vont dîner, à la limite ils vont aller dîner avec eux juste après l'entretien. C'est un peu comme les avocats qui s'opposent dans un prétoire et à la fin de la plaidoirie, il dit « Vous avez très bien parlé, mais non, mais c'est vous, cher maître, vous êtes un ténor, etc. » C'est une espèce de petit jeu, et ce petit jeu, il se fait en fait aux dépens des gens qui défendent. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'allégeance, il n'y a pas de serment, ils ne se mettent pas un tablier, ils ne se mettent pas des cagoules, et on ne leur met pas un templier, un pistolet sur la tempe pour leur faire quelque chose. Mais il n'empêche que il y a de véritables connivences, il y a des liens qui se créent. L'exemple type, c'est il y a eu la rupture de l'union de la gauche en 77, on sait qu'elle a été déclarée là, il y avait un envoyé de Giscard d'Estaing, il y avait le président des radicaux de gauche à l'époque, c'est là où se sont créés les liens, c'est par exemple là où a été racheté Libération, Serge July avait dîné avec Rothschild et ils sont mis d'accord pour le rachat de Libération, on le sait puisque c'est sorti, et je pense que comme ils sont d'une grande discrétion, il y a peu de choses qui sortent, mais je pense qu'il y a des centaines, des milliers d'affaires, de deals qui s'y sont déroulés et de cooptations qui sont faites, etc. Je pense que par exemple que Rachida Dati, c'est pas du tout un hasard qu'elle soit devenue ministre. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des gens qui, c'est vraiment le haut du panier, c'est des gens qui gagnent en général plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros par an. Et les seuls immigrés qu'ils connaissent, à la limite, c'est leur chauffeur philippin et leur femme de ménage espagnole. Bon. Donc, quand on leur dit qu'il faut faire de la diversité au gouvernement, comme il y avait les 2 tiers du gouvernement de Nicolas Sarkozy, mais ils en étaient membres en général avant, il dit, bah tiens, on a rencontré quelqu'un, elle est formidable, elle s'appelle Rachida Dati, elle s'exprime poliment, elle est jolie, elle est passée par chez Lagardère, elle est juge, etc. Il faudrait la pousser. Je pense que ça l'a énormément aidé, parce que du fait qu'elle n'était pas en compétition avec d'autres, puisque c'était une des seules, on peut dire, personnes des minorités visibles qui connaissaient. C'est un système de connivence. C'est pas un complot. Hein. J'ai toujours dit que c'était un réseau super efficace. Je pouvais pas aller plus loin parce que j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, j'ai personne derrière moi et j'édite mes livres. Mais je donne quand je le peux la manière dont les enfants se marient. Et on se rend compte qu'il y a énormément de mariages d'enfants de membres du siècle. Et il y a certaines familles qui en sont à la 3e génération membres du siècle maintenant. C'est un peu comme à l'ENA où il y a des espèces de dynasties qui se succèdent. Bon, et c'est absolument fascinant. Donc c'est pour les gens qui disent c'est un milieu, c'est une aimable association où on se réunit pour dîner. Je dis oui c'est vrai, mais c'est passé à côté de la plaque puisque ce sont des gens. J'ai rencontré par exemple un préfet qui est membre du siècle. Ce préfet a été notamment en fonction dans le sud de la France. Il bloquait à partir de le 4e mercredi du mois, il bloquait à partir de midi tous ses rendez-vous jusqu'au lendemain, le jeudi, de manière à pouvoir venir à Paris, dîner et repartir. Bon, si c'était un aimable dîner, si on se tapait une petite belote par exemple, même un bridge,
il ferait pas 1500 km en 24 heures et il quitterait pas son département. Il vient là parce que ça lui est utile, parce qu'il va rencontrer son ministre, parce qu'il va rencontrer d'autres gens, parce qu'il va pas se faire oublier, parce qu'il va pouvoir passer quelques négociations, etc., etc. Les gens y vont parce que c'est un intérêt. Quand vous avez des gens comme le propriétaire le fils Pinault, quand vous avez le fils Bouygues, quand vous avez Bernard Arnault, qui vont au siècle, ce sont des gens qui pèsent plusieurs milliards d'euros. Donc leur heure, la chose dont ils ont le moins, c'est du temps. Donc si ces gens-là s'astreignent à y aller une fois par mois, et ça va leur prendre à peu près 5 à 6 heures. Il faut quitter ses rendez-vous, s'y rendre en voiture, le cocktail, le dîner, discuter un peu après, repartir chez soi. Donc ça prend 5 à 6 heures. Bon, si c'est pour un bridge, ils ne feraient pas ça une fois par mois. C'est tout simplement parce que ça a une importance énorme pour eux. Et je sais qu'effectivement, vous avez interviewé un certain nombre de gens aux sorties du Club Le Siècle. Bon, et ben, les gens que vous avez, en général, les gens qui acceptent de vous répondre, je ne dis pas tous, hein, mais les gens qui acceptent de vous répondre, en réalité, sont des marginaux à l'intérieur du siècle. Parce que ce ne sont pas des gens vraiment importants. Parce que les gens vraiment importants, d'une part, ils ne vous donneront pas leur nom, et ils refusent. Alors en général, on envoie au créneau, par exemple, on envoie Pierre Assouline, par exemple, ancien directeur de Lire, qui a été critique littéraire de l'Express, auteur. C'est un homme culturel. Donc c'est un homme qui n'a pas de pouvoir. Bon, ça lui permet peut-être d'éviter d'être au chômage. Mais c'est pas très important. Donc lui, il va dire, bah oui, bah j'y vais parce que c'est agréable, on rencontre des gens intelligents, etc. Mais enfin, les banquiers sont les gens les plus ennuyeux du monde en général. Bon. Donc, je veux dire, ils y vont parce que c'est des gens qui ils ont un raisonnement purement financier économique, ils rentabilisent financièrement leur temps. Donc c'est parce qu'ils y trouvent leur intérêt qu'ils y vont. Et leur intérêt, il n'est pas culturel. Alors, si on pouvait rentrer un peu plus dans le concret, comment se déroule la soirée ? J'ai entendu que les plans de table contenaient 7 personnes par table. Donc, quels acteurs on peut retrouver et qui fait les plans de table et comment s'organiser les débats ? Alors, il n'y a pas de débat. Alors, je vais vous raconter parce que je sais exactement, parce qu'il y a plusieurs membres qui m'ont raconté comment ça se passait. Donc, à une époque, les dîners n'avaient pas lieu là parce qu'il y avait moins de monde. Mais depuis, ils se réunissaient au Cercle Républicain, avenue de l'Opéra. Enfin, depuis au moins, je pense, une trentaine d'années, les dîners ont lieu, je ne sais pas exactement quand ils sont arrivés, à l'Automobile Club de France, donc qui est place de la Concorde, un endroit prestigieux à côté du Jardin des Tuileries, avec, ce qui est important, un grand parking juste à côté, souterrain, donc où on peut se garer. Même si beaucoup de gens viennent avec leur chauffeur. Enfin, il y a un parking où ils peuvent se garer. Alors, ça commence à 20h. Donc, le Club Le Siècle loue, parce qu'il loue donc une fois par mois à l'Automobile Club, il loue le rez-de-chaussée, enfin une partie du rez-de-chaussée, la grande salle du rez-de-chaussée, et il loue une seconde salle qui se trouve à l'étage. Et à l'étage, il y a une autre partie qui est pour les membres de l'Automobile Club de France, qui est la partie où il y a un balcon qui permet de voir la place de la Concorde. C'est l'endroit qui avait loué, où il y avait le premier cercle pour la réunion de la Concorde avec Nicolas Sarkozy. Bon. Il y a un cocktail qui a lieu, parce que comme il y a trop de monde, ils sont obligés donc d'être éclatés en 2 étages. D'après moi, il n'y a pas de... Le fait d'être au premier ou au rez-de-chaussée n'est pas le signe d'un second rang. D'après moi, le mélange est assez bien fait. Donc il y a deux espèces de buffets à l'étage et au rez-de-chaussée qui est assez minable, où sont servis en général des cacahuètes et quelques olives, et où il n'y a pas, c'est pas vraiment un grand buffet d'un grand traiteur parisien, et où il y a, on sert un peu de whisky, du kir, des apéritifs non alcoolisés, ce genre de choses. Enfin, par exemple, il n'y a pas de champagne, il n'y a pas de bonne marque de whisky. On vient vraiment pas au siècle pour dîner correctement. Ça tourne aux alentours de 80 à 100 euros le dîner. Et on voit bien que c'est pas du tout un club comme les autres. Je vous raconte quelque chose que j'ai jamais raconté à personne là. Enfin, cette histoire, la manière dont ça se déroule, parce que j'ai rencontré les gens depuis la sortie de mon livre. Donc, quand vous arrivez, les gens ne veulent pas perdre de temps. Donc, en fait, tout se décide en fait au cours de ce cocktail qui dure de 20h à 21h, où les gens peuvent discuter librement,
et en fait remplir leur carnet de rendez-vous pour le mois suivant. Parce que c'est ça qui est important. C'est que même quand vous avez la ligne de téléphone portable, la personne ne va pas être en... Les grands patrons, les inspecteurs des finances, les ministres, etc., ils sont tout le temps en rendez-vous, leur portable, il n'est pas allumé. Je veux dire, il est éteint. Bon. Si vous n'avez pas le téléphone direct, vous tombez sur la secrétaire, il faut négocier, c'est très compliqué. Bon. Là, en 20 minutes, enfin, mettons en 1 heure, vous rencontrez les 10 ou 15 personnes que vous voulez voir dans le mois suivant. Vous avez tous les deux votre agenda. Enfin, c'est pas un agenda, c'est un Palm Pilot ou je sais pas quoi. Ouais. Et donc, vous prenez vos rendez-vous directement, vous gagnez un temps fou, quoi. Donc tout est réglé, vous avez la personne en face de vous, elle vous dit oui, elle vous dit non, mais c'est très direct. Donc on gagne un temps énorme. Et pour vous dire, dès 21h, les gens vont s'asseoir. Et alors ce qui est absolument extraordinaire, c'est que l'entrée est déjà servie. C'est-à-dire que l'assiette est déjà dans votre assiette quand vous arrivez, pour ne pas perdre de temps. Alors après, on vous apporte ce qu'on appelle le plat de résistance. Enfin, je ne sais pas si c'est très résistant. Il n'y a pas de salade, pas de fromage. Il y a un dessert. Et déjà, à ce moment-là, il y a des gens qui sont partis. Et le café, vous le prenez debout. Pour gagner du temps. Mais là, vous pouvez rediscuter. Et puis après, bon, vous discutez un peu et vous partez. Donc en fait, c'est vraiment un prétexte. Il paraît que c'est... Enfin, les gens disent que c'est vraiment... J'en ai rencontré plusieurs, que c'est très très moyen, c'est assez minable. C'est pas... Pour eux, ils ont l'impression d'être dans une cantine. C'est pas du tout ce qu'ils ont l'habitude... En général, ils vont, je sais pas, dans des grands restaurants, où ils ont des... Dans la plupart des entreprises, ils ont des restaurants privés avec un grand chef, etc. Là, c'est minable. Donc on vient vraiment pas pour dîner. C'est pas la serre. Hein. Et... Donc vous êtes placé à des tables rondes de 7 personnes, si mes sources sont bonnes. J'ai publié dans mon livre des plans de table. Donc en fait, c'est assez intéressant parce qu'ils ont trouvé, je ne sais pas exactement comment, mais enfin, ça existe depuis un bout de temps, donc je pense que c'est l'expérience. En fait, comme j'ai entre 6 et 8, je dirais, donc c'est peut-être 7, je ne me souviens plus. Au-dessus de 6 ou 7, vous ne pouvez pas discuter. Alors surtout si une table est rectangulaire ou carrée, vous discutez en fait avec vos voisins et les gens qui sont en face. Quand vous avez une table de 6 ou 7 personnes, tout le monde peut participer à la discussion. Alors, vous êtes placé, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de vous installer où vous voulez, et il y a un président de table. Le président de table est nécessairement un membre du conseil d'administration ou un ancien membre du conseil d'administration. Et on mélange les membres invités et les membres à part entière. Alors, les membres invités ne sont pas des invités, c'est-à-dire qu'ils ont déjà passé tout le processus de sélection qu'il y avait pour pouvoir être membre invité. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes invité pendant normalement 1 année, parfois 2, parfois plus. Par exemple, moi dans les annuaires que j'ai, Nicolas Sarkozy par exemple a été pendant 8 ou 10 ans invité, il n'est jamais devenu membre. Parce qu'il ne devait pas venir assez souvent, ils ont dû considérer également qu'il n'était pas assez fiable pour devenir membre à part entière, ce qui est assez rigolo, puisqu'il est devenu président de la République. Je pense que là, maintenant qu'il n'est plus président, il va y retourner, parce qu'il va se trouver des clients pour son cabinet d'avocats. C'est très prestigieux d'avoir un président qui vous conseille. Donc, le président de table est chargé d'animer la conversation, de lancer les sujets, il faut parler. Donc c'est tout ce côté art français, les lumières, la culture, le parler français, ce genre de choses qui est très important. Et donc ce qui explique que dans les membres du siècle, il y a nécessairement un certain nombre de personnes qui viennent des milieux culturels. Donc vous avez 2 ou 3 conservateurs de grands musées, le musée du Louvre, le musée d'Orsay, vous avez 3 ou 4 chefs d'orchestre, ou des solistes, chacun dans leur catégorie, qui ont 15 grands prix de musique, etc. Ce qu'il faut comprendre qu'en même temps, c'est que se trouvent au siècle toutes sortes de gens qui sont dans les Amis de l'Opéra de Paris. C'est-à-dire que c'est leur société qui donne de l'argent pour défiscaliser. C'est pas eux qui mettent à la main, à la patte, à la poche. Et puis vous avez souvent, en général, ils y ont placé leurs femmes, qui va se retrouver dans les conseils d'administration, donc les amis du musée Gustave Moreau, les amis de l'Opéra Bastille, ou des choses, le Grand Opéra de Lille, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Tout ça, c'est de la connivence, c'est un petit réseau qui se connaît. Et puis vous avez, donc je vous dis, Pierre Assouline, 2 ou 3 journalistes, c'est les gens pour amuser la galerie, quoi. C'est les gens qui ont quelque chose à dire. Il n'y a pas de peintre, par exemple, parce que le peintre, il n'a rien à dire, il s'exprime en peignant, donc bon, pas de sculpteur, enfin bon. Il y a des producteurs de cinéma, mais par exemple, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de cinéaste, il n'y a pas d'acteur. Ces gens, bon, les acteurs gagnent peut-être beaucoup d'argent, ils font peut-être la une des médias, ils sont peut-être très bons pour la publicité, mais les acteurs n'ont aucun pouvoir. C'est pas comme en Italie avec cet immense acteur qui était Berlusconi, ou par exemple aux États-Unis avec Reagan qui était un ancien acteur. Les acteurs, non. Quand vous êtes acteur, je connais aucun acteur qui soit devenu un homme politique, quoi. Roger Hanin, c'était le beau-frère du président, mais il pouvait pas faire plus, quoi. Et donc la conversation est assez soutenue. Il faut s'informer, etc. Mais en revanche, le grand secret, c'est de se faire placer à côté de la personne qu'on veut. Donc, il y a Étienne Lacour, qui est le secrétaire général inamovible, qui est lui le patron du siècle. Et avant, c'était Georges Bérard-Quélin, qui était son employeur, le fondateur de la Société Générale de Presse. Et ses secrétaires, hein, évidemment, qui passent une semaine, je sais, à préparer les plans de table, parce qu'il y a des gens qui téléphonent en disant « Cher ami, je voudrais être placé à côté du patron d'AXA, etc. » Donc ils vont regarder. Alors, ils essayent de satisfaire les gens, mais bon, plus vous êtes puissant, plus vous avez de chances de dîner à côté de la personne que vous désirez. Bon, je pense pas que Pierre Assouline il puisse demander, enfin, je veux pas être méchant avec Pierre Assouline, enfin, mais, ou par exemple un chercheur, ou sur son nom, parce que je vous dis ça de tête, mais Gilles Kepel, par exemple. Gilles Kepel, bon, on se demande un peu, bon, il est chercheur au CNRS, spécialiste de l'islam, ils doivent avoir peur d'être égorgés, donc ils s'inquiètent, il faut qu'ils aient un spécialiste de l'islam qui les rassure, mais c'est pas quelqu'un qui pèse, Gilles Kepel. Bon. Donc, Gilles Kepel ne pourra pas demander d'être placé, mais pour lui, c'est très bon, parce qu'il va avoir des crédits, il va être reconnu dans l'université, etc. Ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, Gilles Kepel a donné un entretien, une fois il avait été interviewé, peut-être par quelqu'un comme vous, qui était à la sortie du siècle, et où il dit vous savez, le siècle, il n'y a aucun pouvoir. Je suis allé au groupe de Bilderberg, là c'est complètement différent, c'est des gens très très puissants. Alors ce qui est très drôle, quoi. Parce qu'en fait, il n'y allait qu'une fois au groupe de Bilderberg, alors qu'au siècle, mais là il passait aussi dans la catégorie internationale. Donc il jouait plus dans la cour des petits. C'est très très français, il n'y a que quelques étrangers. Avant, il n'y avait pas de femmes. La première qui soit rentrée, c'est Michel Cotta. Ils ont changé vers 78-80. Maintenant, je dirais qu'il y a 15 à 20% de femmes. La plupart des femmes, d'ailleurs, qu'on retrouve maintenant dans les conseils d'administration qui sont cooptées. Donc vous avez Anne Lauvergeon, vous avez des gens comme ça, des femmes de tête et de poids, quoi. Vous n'avez pas Bernadette Chirac, quoi. C'est des gens quand même qui brassent des affaires. C'est des gens qui tiennent la route. Et donc, vous avez donc seulement quelques étrangers qui sont en fait à Paris, qui parlent absolument parfaitement le français. Et en fait, vous avez le patron du Herald Tribune, vous avez le patron de, je sais pas, la Dresdner Bank, un allemand ou la plus grosse banque. Vous avez quelques exceptions, vous avez un ou deux banquiers anglais. Mais il y a un côté très français, très franco-français à l'intérieur de cette chose. Et d'ailleurs, c'est un système, moi je me suis intéressé à d'autres pays étrangers, ça ne fonctionne dans aucun autre pays. Ça n'existe pas aux États-Unis, ça n'existe pas en Allemagne, ça n'existe pas en Italie. La loge P2, c'était complètement différent. La loge P2, c'est une association maçonnique dans laquelle vous avez des chefs d'étrangers, mais qui a un côté très militaire, très OTAN, très service secret. Manipulation, stratégie de tension, etc. C'est pas le cas là. Il y a d'autres, il y a 3 ou 4 malheureux militaires. C'est pas des gens qui sont très très importants. Enfin, bon, aux États-Unis, vous avez des associations secrètes d'étudiants, comme les Skull and Bones à Yale, mais c'est une association d'une université, même s'ils ont du pouvoir par la suite. Ou par exemple, vous avez à Harvard un certain nombre de choses. Bon, vous avez le Bohemian Club, mais c'est des choses qui sont totalement différentes. C'est pas, il faut comprendre qu'aux États-Unis, le pouvoir, il n'est pas concentré à New York, quoi. Je veux dire, le pouvoir, il est concentré en Californie, il est concentré dans le sud des États-Unis, sur la côte est, à Boston, c'est à Chicago, c'est beaucoup, beaucoup plus large. En France, le pouvoir, il est à Paris, hein. Vous avez 150 inspecteurs, je vous disais des filières, je crois que les 150 habitent Paris ou Neuilly, quoi. Ou Boulogne à la limite, quoi. C'est ceux qui ont raté, quoi. Mais vous n'en avez aucun en province, quoi. Aucun. Le pouvoir il est consacré à Paris. Donc ce qui est important, c'est d'être à Paris. Il n'y a aucun autre cercle en France du même type. Il n'y a qu'un cercle beaucoup moins important, très très secret, qui s'appelle le cercle de Lille, I2L, sur lequel il serait vraiment intéressant d'enquêter, qui est un cercle très intelligent comme idée, qui a implanté
Le siège est à Strasbourg, puisque l'île coule à Strasbourg. Et donc ça regroupe 500 à 600 personnes. Une fois j'ai eu l'annuaire. Donc ils sont implantés en Alsace, en Lorraine, au Luxembourg et en Allemagne. Donc en fait c'est le sillon rhénan. Et donc c'est assez intéressant parce que c'est un exemple de transfrontalier, un peu international. C'est très intéressant comme idée. Mais il n'est rien paru dessus. Mais je peux vous dire, dans les 600 personnes, il y avait tous les gens qui comptent. Moi, ce que je connais, c'était les Français, c'était tous les gens qui comptaient dans la région. Les hommes politiques, le président du conseil régional, les grands-maires, les grands chefs d'entreprise, les directeurs régionaux de banque. Enfin, vous voyez, c'était ces gens. Le siècle, c'est au niveau français. Mais c'est quand même un phénomène quand même très, très parisien. Il y a très très peu de gens, il y a que... je dirais que les gens qui sont en province, c'est des très hauts fonctionnaires qui se retrouvent par exemple des préfets, qui vont être préfets de région, ou par exemple peut-être un industriel qui habite, je ne sais même pas, à Lille, vous voyez, ils peuvent venir directement par le train. Mais c'est quand même, le pouvoir est très très concentré à Paris. C'est un phénomène typiquement français, très parisien. Très 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 parisien. Parce que la France, ça serait dû à Paris, hein. Ça serait dû à rien d'autre. Alors si j'ai bien compris, il y a une partie des membres du siècle qui seraient un peu des seconds couteaux, qui seraient là pour profiter des relations qu'ils pourraient tisser avec des personnes influentes. Mais en définitive, à qui profite vraiment le siècle ? Alors c'est ça l'intelligence extraordinaire de la chose, c'est que le siècle ne profite pas spécialement à une personne. Le siècle profite à tous les membres. Voilà. Je dirais qu'il y a une juste redistribution du pouvoir qui est acquis à peu près entre tous les membres. Bon, le seul, on peut dire, qui en profite directement, bon, c'est la famille Bérard-Quélin, c'est Étienne Lacour, qui est en même temps le vrai patron du siècle. Enfin, il est le secrétaire général, c'est lui qui tient les fichiers, qui s'occupe de tout, et en même temps, c'est le patron de la Société Générale de Presse, qui publie des annuaires spécialisés et des lettres confidentielles quotidiennes extrêmement bien informées, comme le Bulletin quotidien, et qui sont des journaux, évidemment non diffusés en kiosque, qui sont apportés par porteurs tous les matins. Et l'abonnement, ça fait c'est 50 pages à peu près, enfin 30 pages, maintenant tiré en photocopie, avant c'était renéotypé. Il diffuse également par Internet en PDF. PDF bloqué, hein. Inutile de vous dire que c'est hyper sécurisé. Et donc, ça paraît 5 jours par semaine. Et ça vaut, je ne sais plus, 5 ou 6 000 euros par an, quoi, chacune. Donc ils font la correspondance de la presse. Comme ça, vous savez tout ce qui se passe dans la presse. Enfin, correspondance de la presse, correspondance de la publicité, la correspondance économique et le bulletin quotidien. Donc ça, c'est des choses ils font des annuaires spécialisés. Par exemple, l'annuaire du Sénat, avec des mises à jour, parce que c'est un système de fiches. Vous avez des biographies extrêmement détaillées sur tous les députés, vous voyez, les conseillers régionaux, etc. Honnêtement, c'est ce qui se fait de mieux en France, hein, sur la question. Et donc, c'est des annuaires qui sont vendus 2 à 3 000 euros pièce. Donc, ça fait quand même... on peut dire, je pense, que la quasi-totalité des membres du siècle ont au moins un abonnement, voire leur entreprise doit en prendre 5 ou 6 ou 10. Bon, donc, c'est des sommes colossales qui rentrent. Mais d'un autre côté, c'est un journal qui est extrêmement bien fait, donc les gens ne sont pas volés. C'est pas comme quand vous prenez des pages de publicité pour faire publier dans le journal du député local pour essayer d'avoir le marché des eaux usées ou pour construire la piscine. Là, vous avez vraiment des informations de très grande qualité. Donc moi, je considère que c'est un peu cher, mais que ça les vaut, quoi, parce que c'est... Voilà. Donc ça rapporte à eux. Mais ça rapporte l'intelligence, c'est que ça rapporte à tout le monde. Alors ce qu'on voit quand même, c'est que pourquoi je disais que c'était protéiforme, le siècle c'est pratiquement un être vivant. C'est pas du tout, vous voyez un peu le grand horloger de Voltaire, c'est pas du tout une mécanique. C'est un organisme qui s'adapte en permanence. Donc, même quand la gauche est arrivée au pouvoir en 81, bon, ça faisait quand même 30 ans qu'ils recrutaient des gens de droite. Enfin, de droite, n'exagérons rien. Mais ils n'ont pas quand même été surpris. Ils avaient quand même toute une partie des ministres, ils avaient bien vu. Ils avaient Mitterrand, ils avaient Fabius, ils avaient tous les gens qui comptaient.
Bon. Donc ils ont recruté un peu plus à gauche à ce moment-là. Et puis depuis, c'est devenu très très équilibré. Donc je dirais de toute façon qu'il y a largement autant de gens de gauche que de gens de droite. Ce qui n'est pas surprenant d'ailleurs, puisqu'on voit que les professions supérieures, plus on a fait d'études et plus on gagne d'argent, plus on vote à gauche. Donc c'est à peu près, c'est assez remarquable. Et donc le cas, c'est qu'on se rend compte que le pouvoir est passé entre différents groupes. C'est-à-dire que dans les années 50, vous aviez des hommes politiques, par exemple, vous aviez quelques patrons au conseil d'administration, des grands fonctionnaires, et puis vous aviez quand même par exemple, des grands médecins, vous voyez, des gens, des grands universitaires. Parce qu'à l'époque, un professeur de médecine, c'était vraiment ce qu'on faisait de mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, ils gagnent peut-être beaucoup d'argent, mais ils pèsent rien, quoi. Sauf pour eux. Ils en ont toujours quelques-uns pour être bien soignés s'ils ont des problèmes. Donc ils ont un spécialiste, ils ont un grand cardiologue, un grand radiologue, un grand cancérologue, etc. De toute façon, comme ça, ils ne seront pas mélangés, les membres ne seront pas mélangés, ils seront bien reçus. C'est le patron qui les opérera, c'est pas un interne qui risque de rater son coup, quoi. Qui se fait la main sur la bête. Et vous avez... donc après, ça a été... il y a eu pas mal d'hommes politiques. Et puis, il y a eu la montée des industriels. Après, vous avez eu la montée de la technocratie, c'est-à-dire l'ENA qui a mis... L'ENA s'est fondée en 1945, donc il faut le temps quand même pour qu'ils deviennent influents. C'est-à-dire qu'ils réussissent à supplanter Polytechnique, le corps des mines, etc. C'est l'inspection des finances, en fait, qui va supplanter tout. Et puis aujourd'hui, les gens qui dirigent, c'est les banquiers. Les banquiers et les financiers. Voilà. Donc on a eu, je dirais qu'on a eu les 30 glorieuses, vous voyez, avec les industriels Pompidou, quoi, les gars qui créaient des usines, qui ont changé la France, etc. Vous avez eu la haute technocratie, et puis maintenant, vous avez le monde économique et financier qui dirige le monde, donc vous avez les grands financiers et les grands banquiers. Et puis, bon, on met une potiche, comme il y a eu des manifestations l'année dernière, enfin à partir de 2010, il y a eu des manifestations. Donc ce sont des gens qui ont réagi extrêmement vite, puisque avant le président c'était Kessler. Il faut savoir que Kessler c'était l'homme idoine dans la tentative qui a été faite, qui a échoué. C'était un des meilleurs amis de Dominique Strauss-Kahn, qui était programmé pour devenir président de la République. Et Denis Kessler était programmé pour prendre la tête du MEDEF. Ils se connaissent très très bien. Et donc, Kessler, c'était l'homme idéal pour obtenir l'adhésion du patronat à une espèce de social-démocratie libérale, quoi. C'est-à-dire, en gros, ce qu'ils représentent tous les deux. Et donc, Denis Kessler, c'était le président du siècle. Homme très important, puisque c'est le patron de la SCOR. Enfin, c'est toujours, d'ailleurs, en fait, l'idéologue du MEDEF. Le type qui pense, quoi. Patron de la SCOR, c'est en gros le patron de tout ce qui est l'assurance en France, quoi. C'est un homme qui jongle avec des centaines de milliards tous les jours, hein. C'est un homme vraiment de poids. Donc vous avez ça, et puis vous avez manifestations, on dit, oh là là, mais c'est l'oligarchie, c'est la finance, les indignés qui se révoltent, Mélenchon qui y va, Pierre Carl, etc. Et donc ils se disent, oh là là, on va avoir un problème, parce qu'on va nous assimiler... à Goldman Sachs, et c'est très inquiétant. Et donc, ils ne sont pas dégonflés. 3 mois avant les élections normales, puisqu'ils renouvellent normalement en janvier, 3 mois avant, dès octobre, ils ont annoncé que c'était Nicole Notat qui devenait présidente. Bon, Nicole Notat, elle n'est plus rien. Nicole Notat, elle était secrétaire générale d'un syndicat, la CFDT, ce qu'elle n'est plus. Bon, ils ont dû elle a été recasée à un moment au Conseil économique et social, mais enfin, c'est des trucs à 3-4 000 euros par mois, c'est rien du tout. Et puis, elle a monté un truc que je trouve extraordinaire, elle a monté une agence de notation sociale. C'est-à-dire que c'est de la branlette intellectuelle, ça s'appelle Vigéo, et donc c'est un truc qui va se faire payer grassement pour expliquer que les patrons, enfin les entreprises, les patrons du CAC 40 qu'elles rencontrent au siècle, sont des patrons sociaux et que donc ils se soucient du bien-être des salariés. Ils ont surtout créé des journées gays, lesbiennes et trans, qu'ils donnent 8 ou 15 jours s'il y a un mariage homosexuel et puis quand il y a une adoption.
Donc ça doit concerner 3 ouvriers par an, enfin plutôt des cadres supérieurs d'ailleurs, parce que les ouvriers n'ont pas tellement tendance à se paxer. Mais ça fait très bien. Et puis en plus, ils font la promotion de la diversité. C'est-à-dire que ils embauchent des gens d'origine ethnique étrangère, enfin visible, parce que les Chinois et les Vietnamiens, on n'en parle jamais. Et donc comme ça, ils ont une espèce de brevet de civisme qui leur est donné par Nicole Notat. En gros, c'est ça, les agences de notation sociale, c'est-à-dire qu'ils n'exploitent pas des enfants au fond des mines et qu'ils ne font pas construire, fabriquer leur basket par des malheureux pakistanais ou pire, dans le goulag coréen, quoi. Donc, en fait, moi je dis que c'est de la rigolade, quoi. Alors, ah oui, il y a aussi le développement durable qui rentre là-dedans. C'est-à-dire que sur les pots de yaourt, sur les bouteilles d'huile de palme, à l'intérieur, le pot de Nutella, il y a marqué développement durable, quoi. C'est n'importe quoi. Bon. Mais les agences de notation sociale, ça sert à ça. Donc c'est quelqu'un, en fait, qui est redevable de l'argent qu'elle gagne et tout. Donc ils l'ont mis présidente. Elle n'a strictement aucun pouvoir. C'est évident que c'est pas elle qui dirige. D'ailleurs, elle avait donné une interview et elle disait « Je comprends pas pourquoi j'ai été choisie, quoi. » Voilà. Mais c'est eux, c'est tout simplement parce que les vautours de la finance ont parfaitement compris que c'était la personne idoine à nommer, en disant ben non mais regardez, on a nommé une personne de gauche, une syndicaliste. Alors que c'est les grands patrons du CAC 40. Moi ce qui m'énerve, c'est que l'ancien secrétaire général d'un syndicat se compromette dans des choses comme ça. Voilà. La composition du dîner du siècle est somme toute très représentative de l'élite française. Donc on a des politiques, on a des financiers, on a des patrons, on a des journalistes, on a des responsables syndicaux. Lorsqu'on voit ces listes, lorsqu'on voit qu'il y a des débats qui sont tenus, duquel la population est tenue au secret, est-ce qu'on peut continuer à dire qu'on vit en démocratie en France ? Alors moi, vous savez, la démocratie, j'y crois pas. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'est plus... Enfin, on n'est pas du tout... De toute façon, c'est toujours le grand problème en France, c'est qu'on a tendance à s'obnubiler avec des mots, et on pense que les mots représentent les choses ou les idées. En réalité, les mots ne représentent rien, et donc chacun a sa vision de la démocratie. Pour moi, c'est déjà un pays où on n'a pas un scrutin proportionnel pour les élections, c'est-à-dire où les différentes expressions peuvent s'exprimer. Pour moi, c'est pas un gouvernement démocratique. Voilà. Donc c'est très simple. Mais dites-vous bien que ces gens-là se foutent royalement de la démocratie. C'est vraiment pas leur problème. D'ailleurs, en général, les gens que j'ai regardés me disent on ne parle jamais politique parce que parler de politique, c'est perdre du temps. Là, on gagne de l'argent, c'est quand on fait des affaires, c'est pas en faisant de la politique. Nicolas Sarkozy, il a très bien gagné. Il va commencer à bien gagner sa vie maintenant. Il va gagner plus d'argent que quand il était à l'Élysée sans travailler. C'est un truc formidable. Donc, la démocratie, c'est quelque chose qui s'ignore totalement. Je veux dire, croire qu'un homme, une voix, c'est un principe... on croit qu'en donnant le principe un homme, une voix, ça veut dire qu'on fait croire que n'importe qui peut être président de la République ou n'importe qui peut être député. C'est ignorer tout du système du processus de sélection des élites. Je veux dire, c'est complètement ridicule, quoi. C'est ce qu'avait bien vu à une époque une fraction de l'anarchie. La démocratie, c'est un hochet qui a été donné au peuple pour lui éviter de se révolter. C'est rien d'autre. Hein. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un produit très récent qui a été créé sous les Lumières en réalité, pas du tout en Grèce parce que c'était pas du tout le même type de démocratie, et c'est devenu un produit d'exportation qui est utilisé par les États-Unis, mais pas dans... On va libérer l'Irak pour créer la démocratie. On se rend compte qu'aujourd'hui c'est un gigantesque bordel l'Irak, et que il y a eu je sais pas 2 millions à peu près de personnes qui ont été tuées pour se retrouver dans un truc où il y a des bombes qui explosent tous les jours et où 60 ou 80 morts par jour, exactement comme au Pakistan au bout de 10 ans. Enfin, c'est un échec total. Voilà, bon. Donc c'est vraiment aussi que c'est pas du tout quelque chose. Alors ils ont, comme la France est un pays qui est très divisé politiquement, où il y a une vraie droite, une vraie gauche, enfin, où il y a des enjeux politiques importants, même si, bon, entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, il n'y a pas beaucoup de différence puisque les caisses sont vides. Ce serait différent si les caisses étaient pleines. Les discussions politiques ont une certaine importance. Donc il y a un certain nombre d'hommes politiques qui sont... Il y a pas mal d'hommes politiques qui sont membres du siècle. Mais c'est plutôt
en raison des liaisons entre la politique et l'économie, un peu comme aux États-Unis. C'est pas du tout... c'est très monocolore l'idéologie qui s'y diffuse et les idées qui sont diffusées, puisque même si des gens ne pensent pas comme la majorité, c'est-à-dire sont par exemple assez politiquement incorrects, ils ne pourront jamais le dire à l'intérieur du siècle, puisque aussitôt le président de table ferait un rapport. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, le président de table fait un rapport au moins sur les invités. Donc il rend un rapport, c'est en fonction de ce rapport et en fonction d'autres éléments qu'on dit si l'invité devient membre. Mais par exemple, si un membre fait un esclandre, c'est également noté. Et donc après, le conseil d'administration se réunit en disant mais monsieur Untel a fait un esclandre, donc il est rappelé à l'ordre, etc. quoi. Il faut que ça soit très policé, très diplomatique. Le siècle, c'est le langage de la diplomatie. Voilà. Donc mais vraiment, leur problème, dites-vous bien que leur problème, c'est absolument pas la politique. Vous avez qu'à regarder. Bon, là, il y en a un peu moins parce qu'ils ont recruté. Le nouveau gouvernement, là, a pris énormément de jeunes. Bon. Donc, vous avez quand même le président Hollande qui en est membre. Vous avez Fabius qui en est membre. Vous avez Moscovici qui en est membre. Vous avez Filippetti qui en est membre. Vous avez, je dirais, j'ai un peu de mal parce je ne connais pas encore tous les gens. Puis alors, ils sont tellement nombreux, on a du mal à les repérer. Enfin, j'ai du mal à les avoir encore dans la tête. Mais surtout, ils ont pris beaucoup de jeunes. On peut dire que c'est un gouvernement un peu particulier parce que c'est un gouvernement où il y a toutes les sensibilités des courants du Parti socialiste. C'est un gouvernement d'élection législative. Hein. Donc c'est un gouvernement où il y a toutes les sensibilités pour vexer personne. C'est un gouvernement où vous avez des provinciaux. L'exemple même, c'est Hérault, le maire de Nantes, quoi, qui n'a jamais été ministre. Hollando non plus, d'ailleurs. L'homme de la Corrèze, enfin, c'est une aimable plaisanterie. Et quand même beaucoup de jeunes très inexpérimentés. Donc ces jeunes, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore membres du siècle, mais je vous dis que dans un an, ils seront membres. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que je dirais qu'un certain nombre d'éléphants du PS sont partis, quoi. Donc ils sont toujours membres du siècle. Donc là, je vois que le siècle va recruter... ils vont recruter toute une série de membres. Mais si vous voulez, dans le précédent gouvernement, vous aviez, mais c'était le cas aussi avec Jospin, etc., vous aviez entre la moitié et les 2/3 des membres du gouvernement qui étaient membres du siècle. Voilà. Donc c'est évident que pour diffuser, c'est le lobby le plus efficace. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un lobby qui n'est pas destiné à l'extérieur. Bon, je suppose que... comment il s'appelle, Kessler, a dû réussir à faire passer quelques idées et quelques textes favorables au lobby des assurances. Mais essentiellement, le siècle, pour moi, n'est absolument pas... Il n'y a pas de discussion politique, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'invités, il n'y a pas de micros qui sont donnés. C'est un accélérateur de carrière pour les gens qui y sont. C'est un tremplin, chacun se fait la courte échelle. C'est un lieu idéal pour faire des affaires. Mais c'est pas un lieu idéal pour changer les idées, quoi. Vous voyez ? C'est pas un cercle philosophique ni rien. Hein. C'est une centrale de pouvoir. Et comme en France, on est dans un phénomène très particulier, vieux pays, très vieille culture, pays nombreux, etc., on est parfaitement dans le paradigme de Bourdieu, où vous avez les trois pouvoirs, quoi. Vous avez le pouvoir économique, hein. Vous avez le pouvoir... le pouvoir économique, c'est les grands patrons qui sont des gens incultes. C'est normal, parce qu'ils ont travaillé à gagner de l'argent, ils ne peuvent pas être... bon, mais ça ne les empêche pas en même temps de devenir président de l'association des Amis du Douvre, vous voyez ? Donc, ou membre du conseil d'administration des trucs de l'opéra, alors qu'ils n'ont jamais dû écouter un opéra entier. Mais ils donnent de l'argent, enfin leur entreprise donne de l'argent. C'est pour ça qu'ils se retrouvent à ces postes-là. Enfin, en gros, vous avez le capital culturel, vous avez le capital... Enfin oui, donc vous avez le capital économique, vous avez le capital culturel, donc c'est pour ça qu'il y a... et vous avez le capital social, c'est-à-dire les relations. Dire l'ENA, Sciences Po, à la différence de Polytechnique, de l'école centrale, des mines, etc. L'ENA et Sciences Po, c'est l'école de la parole.
c'est l'école de la tchatch, comme dirait Jamel Debbouze, vous voyez. C'est l'école mais c'est l'école c'est les voies royales du pouvoir. Parce qu'en France, on a un pouvoir qui est très littéraire, voire très culturel. La crise qui est en ce moment là, avec la remise en cause de l'examen de culture générale, etc., à Sciences Po, la suppression de ce genre de choses, ça pose un problème énorme parce que c'est là sur laquelle la bourgeoisie, depuis 200 ans, se maintenait parce qu'elle avait ce pouvoir culturel que les autres n'avaient pas. Et là, on leur supprime leur principale carte. Donc c'est un problème terrible. Hein. Bon. Et le siècle repose, je vous dis largement, Mauroy n'a jamais été membre du siècle. Il ne pouvait pas être membre du siècle. Il était gros, il était vulgaire, il était né dans les corons, quoi. Hérault, il n'a pas la capacité d'être membre du siècle non plus. Parce qu'il n'a pas le côté policé, c'est un simple... À l'origine, il est professeur d'allemand, mais il n'est pas professeur agrégé, vous voyez. C'est pas Pierre Moscovici, vous voyez, c'est pas Laurent Fabius, c'est pas par exemple Édith Cresson, par exemple, était membre du siècle, mais il faut savoir que son père était inspecteur général des finances. Vous voyez, c'est la haute bourgeoisie, c'est des grands mariages, c'est des choses comme ça. Non. Donc ne rentre pas, même si ne rentre pas qui veut. En plus, vous êtes coopté, inutile de vous dire que vous posez pas votre candidature. Hein. Voilà. Donc c'est la démocratie, je veux dire, il serait sous une dictature, ça marcherait toujours aussi bien. Ils s'en foutent complètement. Alors. Il faut être toujours du côté du manche. Voilà. Il faut toujours être du côté du pouvoir. Je veux dire, c'est une centrale. Moi, j'ai l'exemple que je donne toujours, c'est que c'est comme une centrale électrique, mais elle distribue de l'électricité qu'à ses membres. Elle ne cherche pas à éclairer une région. Voilà. C'est une centrale de pouvoir. Mais personne, tout le monde s'y retombe. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un truc quasi unique, c'est que c'est un cercle qui fonctionne alors que son fondateur est mort. Or, les cercles en général, ça retombe quand même sur le fondateur. Et là, il n'y a pas eu de scission, personne s'est battu, ça continue à bien fonctionner. Qu'est-ce que le siècle ? Le fait que des journalistes appartiennent au siècle et le fait qu'il y a un consensus dans les médias actuellement pour ne pas parler du cercle Le Siècle nous dit sur l'état de la presse et du journalisme en général. Alors je vous dirais que c'est pas que c'est pas en tant que tel, si vous voulez. Bon, évidemment, je vous ai expliqué un peu le fait de passer à la télévision, où là la connivence est évidente. C'est-à-dire que quand vous passez dans une émission, en général c'est des journaux. Enfin, vous avez Michel Field, par exemple. Quand vous passez dans une émission où vous avez un membre du siècle, évidemment, il va être aimable avec vous. Donc c'est très très important dans toute une série d'affaires. C'est des gens qui se prennent des assurances pour le cas où il y aurait un scandale. Hein. Donc, si, je sais pas, il y avait 50 Airbus qui s'écrasaient à cause d'une faute de conception, bon, ils seront quand même nécessairement plus aimables quand ils recevront le patron d'Airbus, et le patron d'Airbus est membre du siècle. Il est évident qu'il y a un certain nombre d'entretiens qui se négocient avec les journaux papier. Il est évident qu'il y a des sujets qu'on ne demande pas à aborder. Il faut quand même comprendre que la plupart des journaux français sont possédés par des marchands d'armes. Hein. Donc, il y a des sujets qu'on n'aborde pas trop. Je dirais que c'est plutôt dans le domaine du non-dit. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'on ne va pas aborder. Ce n'est pas des sujets qu'on va taire. Ou alors on va faire, on connaît tous les techniques, on va faire une brève, on va faire 4 lignes, alors qu'on aurait pu faire 2 pages. C'est un choix, c'est très facile d'orienter l'information. Mais moi je vous dirais qu'il n'y a pas besoin d'être membre du siècle, enfin qu'il y ait un journaliste qui soit membre du siècle pour pratiquer cet art de la connivence ou du non-dit. Bon, je vais vous donner juste 2 exemples. J'ai envoyé mon livre à Pierre Carle. J'ai envoyé mon livre à Jean-Luc Mélenchon. J'ai envoyé mon livre à Edwy Plenel. Ce ne sont pas des amis politiques, mais je considère que c'est un sujet comme ça qui est intéressant. Eh bien, je n'ai pas eu, même pas, enfin, je comprends, j'ai pas eu réception de truc, mais je n'ai jamais été cité. Bon, alors j'ai quand même fait une lettre à Edwy Plenel en lui disant vous êtes théoriquement un Mediapart, un journal libre, vous pouvez aborder des questions que les ordres n'aborderont pas. Je pense que là, vous avez une des clés du pouvoir essentiel en France. Je pense que vous pourriez vous servir de cet ouvrage, ou en faire une critique, ou le présenter, etc. Pas un mot, pas une ligne. Donc je dirais que, vous voyez, la connivence, les lignes de clivage, elles existent, qu'on soit membre du siècle ou non, quoi.
Mais si vous voulez, je pense que la plupart des gens, par exemple, qui parlent du siècle, enfin des journalistes, quelques journalistes qui parlent du siècle, n'ont même pas lu mon livre. Voilà. Alors en revanche, sur Internet, c'est très lu, parce que j'ai vu que là, il y a eu par exemple la composition du nouveau gouvernement Hérault, le premier gouvernement Hérault. Donc là, tout a été repris, tout ce que je publie dans mon bulletin, tout ce que je publie dans le siècle, là, ça a été repris sur Internet, quoi. Alors ils ont dit, il y a 6 membres du siècle, il y a 6 membres de la French American Foundation. C'est moi qui ai découvert la French American Foundation en France, qui a écrit les premiers articles il y a 7 ou 8 ans, quoi. Qui les suit, etc. Donc une fois qu'on a les clés, c'est pas très difficile. Voyez, bon. Mais je dirais qu'il y a pratiquement que sur Internet, et encore, je donne l'exemple de Mediapart, où il y a une relative liberté. Ça me fait plaisir d'ailleurs de vous rencontrer. Je pense que vous m'avez rencontré par le biais d'Internet, vous voyez, pas rencontré par autre chose. J'ai rencontré des gens, beaucoup de gens intéressants via Internet. C'est pour ça que je pense que les tentatives, la volonté de museler Internet par des lois liberticides, etc., comme c'est fait pour les médias papier, radio et télévisuels, s'ils arrivent à leur but, c'est une catastrophe, parce qu'ils interdiront. C'est un nouvel espace potentiel de liberté qui disparaîtra. Moi, je ne suis pas pour l'interdiction de la liberté. Moi, je suis partisan, si vous voulez, pour être très simple, pour conclure, moi, je suis partisan qu'on en revienne à la loi de juillet 81 sur la presse, de 1881. Vous voyez, c'est pas rétrograde, c'est la loi de liberté. La loi de liberté sur la presse de 1881, vous la reprenez aujourd'hui, elle n'a pas cessé d'être réduite depuis. Et en réalité, à l'époque, c'était une loi extraordinairement libérale. Moi, je suis partisan qu'on revienne à ça. Vous voyez. Très bien, merci beaucoup Emmanuel Ratier. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Au cœur du pouvoir, donc un livre de fond sur le siècle. Et que vous avez aussi un site internet qui est affilié à cette problématique qui s'appelle feuilledocument.com, et sur lequel vous avez toutes les interviews ou les entretiens que je fais à la radio, et il y en a au moins une douzaine ou une quinzaine consacrés au siècle. Donc les gens qui s'intéressent au siècle, ou cette émission qu'ils vont écouter, peuvent aller sur le site et écouter un certain nombre d'entretiens que j'ai donnés.